Baban Cinedu. Me ne naga kana wani tukun ka wani takure. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zone ba na da labari. Kome na zone a gida. Ina kele abu be ti dadi wallahi. Hey, stop. Go and look dunia. You know dunia? I don't know dunia. Yamma. Baka san gidan rediyo da talabijin na duniya ba na Yamai? Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin kasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da talama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Barka Duniya TV, I'm the bunch. L'État de la route Zender-Magaria frontière Nigeria, route qui va promouvoir le développement économique de la région. Par rapport à la convocation de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle lève l'équivoque. Détail dans un instant. Journée internationale de l'enseignant, la Fondation Tatali Yali encourage les enseignants à travers une cérémonie de remise de prix aux meilleurs enseignants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, chef de l'État, est depuis ce matin l'hôte des populations du Damagaran. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé à la délégation conduite par le chef de l'État. Issouf Mamadou a procédé au lancement des travaux de bitumage de Zender-Magaria, frontière Nigeria. Il a également visité la nouvelle route bitumée Zender-Miria-Guidam-Rumji. Qui a été réservé au président de la République, son Excellence Issou Mamadou, à son arrivée à Zender. C'est vers 9h30, heure de Zender, que l'avion qui transportait le président de la République s'est posé sur le tarmac de l'aérodrome de Zender. Ils étaient plusieurs milliers qui sont venus témoigner de leur reconnaissance et leur sympathie au président de la République. Étaient présents pour la circonstance, outre le gouverneur de la région de Zender, les différents responsables à tous les niveaux, le sultan du Damagaram. On peut également compter parmi les invités l'émir de Daura et une forte délégation venue du Nigeria. Tout semble dire que Mamadou Issoufou, président de la République, est bien chez lui, ici à Zender. En effet, le président de la République est venu lancer les travaux du bitumage de la route Zender-Magaria, frontière Nigeria. Et en même temps, il va visiter la route entièrement bitumée de Zender à Miria. Le président de la République va consacrer toute la journée d'aujourd'hui à ses compatriotes d'Amagarawa. Cérémonie donc de lancement ce matin à Magaria, dans la région de Zender, des travaux de réhabilitation du tronçon Zender-Magaria, frontière du Nigeria. C'est le chef de l'État, Issouf Mamadou, qui a présidé la cérémonie en présence des représentants des corps diplomatiques. Le compte rendu est signé Isdor Banaba et Sambo Zama. Longue de 116 km, la réhabilitation du tronçon Zender-Magaria, frontière du Nigeria, sera financée par l'Union européenne à hauteur de 11 milliards 414 millions de francs CFA. Une fois réaménagée, cette voie aura le mérite de rétablir les échanges commerciaux entre la région de Zender et le Nigeria, qui pour le moment tourne au ralenti à cause de l'état de dégradation avancée de cette route. Le lancement des travaux de réhabilitation était donc tant attendu par les populations qui ont tenu à être témoins oculaires. Un projet de réaménagement inscrit d'ailleurs dans le programme de renaissance des autorités actuelles. La réhabilitation de la route Zender-Magaria, frontière du Nigeria, trouve tout son sens à un moment où notre pays s'active pour la réalisation du dernier tronçon non encore bitumé
de la transsaharienne Alger, Agadez, Zender, Lagos. Je veux dire le tronçon Arlit-Assamaka. La cérémonie qui nous rassemble en ce moment et la réalisation du tronçon Arlit-Assamaka renforce de manière significative les relations commerciales entre le Maghreb et les pays au sud du Sahara. Aucun développement n'est possible sans infrastructure routière adéquate. C'est donc en connaissance de cause que l'Union européenne appuie les autorités de la 7e République dans les projets de consolidation des routes. Venu dire aux populations que son souci premier est leur bien-être, le président de la République a tenu à remercier l'Union européenne pour ses appuis multiformes au profit du développement socio-économique du Niger. Nous avons, l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, une coopération exemplaire entre le Niger et l'Union européenne. La cérémonie d'aujourd'hui est une illustration de l'exemplarité de cette coopération de son ambassadeur. Vous intervenez au Niger dans des secteurs qui sont prioritaires pour le peuple nigérien. Le secteur des infrastructures comme les routes, le secteur de l'initiative 3Z de Nigériens, les Nigériens, le secteur de la sécurité, qui est un aspect important compte tenu de l'environnement que nous vivons dans la région du Sahel, et le secteur également de la gouvernance. Donc, monsieur l'ambassadeur, je vous demande de transmettre aux autorités de l'Union européenne la reconnaissance du Niger pour son engagement, pour leur engagement aux côtés du Niger. Les travaux de réhabilitation de cette route, qui vont durer 31 mois, seront assurés par les sociétés Sovmit et Sobatrap. La réhabilitation de cette route permettra d'améliorer la sécurité routière et de réduire considérablement le temps de parcours. La route Myria-Guidangromji a été entièrement bitumée, ce qui a contribué à accroître l'essor économique de la région de Zender. Il y a 2 ans de cela, cette route qui relie Zender-Myria jusqu'à Guidimouni sur la nationale numéro 1 était quasiment impraticable. Nombreux sont-ils les usagers qui ont enregistré des pertes énormes avec les innombrables accidents de la route provoqués par le mauvais état de la route. Le marché de Myria, qui était l'un des plus grands marchés de la région de Zender, a connu des moments obscurs, car l'affluence que connaissait ce marché a beaucoup diminué. Chaque dimanche, fonctionnaires, commerçants, chacun tape les 18 km de Zender-Myria pour s'approvisionner de légumes tout frais et des céréales. Aujourd'hui, après la reprise totale de cette route par le président de la République, chef de l'État, les populations retrouvent enfin le sourire et la joie de vivre. Cette route, Voilà donc toutes nos excuses pour ce petit problème. Cela dit, cette route qui relie Zender à Magaria, frontière Nigeria, constitue le poumon économique sur le plan commercial de la région de Zender. Depuis, le commerce a beaucoup fléchi à Zender. Zender est le poumon économique de la région de Zender. En effet, les marchandises et autres produits importés du Nigeria passaient par cette route longue de 80 km. Aujourd'hui, vu la dégradation très avancée de la route, les transactions Zender-Kano ont beaucoup diminué. Ce qui fait que le commerce entre Zender et Kano se trouve dans une mauvaise impasse. Car désormais, pour se rendre au Nigeria, il faut forcément emprunter la route de Kanti en passant par Taketa. Une route longue de plus de 100 km. Un véritable casse-tête pour les usagers et commerçants de la région de Zender. Il faut préciser également que certaines communes stratégiques pour la ville de Zender sont situées sur cette route. C'est notamment le cas de Bobantaki, qui est le 5e arrondissement de Zender, et la commune de Dogo.
Donc, c'est cette route très stratégique pour la région de Zender que le président de la République est venu lancer les travaux de bitumage en ce mercredi 15 octobre 2014. Une date qui restera pendant longtemps gravée dans les mémoires des Damagarawa. Déjà, les lieux de joie et d'espoir se lient. Saboda babban farin ciki ne wanda ya zamanto a ce wannan hanyar babbar hanya kamar wannan ya zamanto a ce an zo an gyara mu ita fi sabilillahi muna farin ciki ba shi iyaka duk mutumin da yake nan da magaram da wanda yake ƙauyukan wannan babban farin ciki ne alheri diya yake wuce mu saboda hanyar ba ta da kyau amma idan aka gyara ta to alherin diya zai zo mu wanda ba mu san shi ba ma to wallahi mu gaskiya muna farin cikin wannan abin sosai muka yi murna kan wannan abin zai wadan tashi ko aiki yau mu je ba in ba da zo yau ta ba wallahi ko aiki mu je ba saboda wannan sur le visage des usagers. Avec cette nouvelle route, le commerce entre Zender et le Nigeria retrouvera ses lettres de noblesse. Une aubaine également pour les populations riveraines de la route. Ces derniers pourront également souffler et profiter des différents avantages ce tronçon Zender-Magaria. Autre aspect de cette édition, la Cour constitutionnelle a tranché par rapport à la convocation de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette session était convoquée pour le 7 octobre par le président Hama Amadou en fuite et pour le 1er octobre par le vice-président Daouda Marti. Devant ce prétendu dilemme, une requête fut introduite le 30 septembre par 12 députés de l'opposition. Ils voulaient savoir la régularité de cette convocation par le premier vice-président. L'avis de la Cour est tombé le vendredi dernier. La Cour a débouté les députés de l'opposition. Mais de quoi s'agit-il exactement? Un éclairage de Rachida Altini. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a été convoquée par le président de l'institution Hama Amadou pour le 7 octobre et par le premier vice-président Daouda Marti pour le 1er octobre 2014. De ces deux dates, estiment les députés de l'opposition, une divergence d'interprétation est créée. Si les députés de l'opposition considèrent la convocation du premier vice-président comme une violation de la Constitution, les députés de la majorité la trouvent légale. La Cour a donc rendu son avis. En voici la quintessence. Les vice-présidents, dans l'ordre de préséance, exercent les pouvoirs et prérogatives du président de l'Assemblée nationale lorsque celui-ci est absent ou empêché. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le premier vice-président peut convoquer l'Assemblée nationale en session ordinaire sans violer la Constitution. La tenue d'une session ordinaire doit obligatoirement s'inscrire dans les délais prévus par la Constitution. Telle est la substance de l'avis du 9 octobre dernier rendu par la Cour constitutionnelle. Selon la Cour, l'interprétation des dispositions de l'article 91, alinéa 1 de la Constitution, en rapport avec l'article 20 de la résolution numéro 003/AN du 19 avril 2011 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale modifié, permet de dire que lorsque l'un des vice-présidents suppléés par le président de l'Assemblée nationale en cas d'absence ou d'empêchement a le droit de convoquer l'institution en session ordinaire. Par conséquent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le premier vice-président peut convoquer l'Assemblée en session ordinaire sans violer la Constitution. Toutefois, précise le juge constitutionnel, la tenue d'une session ordinaire doit obligatoirement s'inscrire dans les délais prévus par la Constitution, d'où cet avis rendu le 9 octobre 2014 qui légalise les travaux de cette session budgétaire qui se poursuivront jusqu'au 30 octobre prochain. Cet avis vient ainsi rappeler aux députés leur priorité majeure qui est de porter la voix des populations et tenir compte de leurs préoccupations. Ils doivent assurer pleinement leurs responsabilités et cesser les querelles politiques qui ne feront pas avancer le pays. Le peuple attend de ses élus, aussi bien ceux de l'opposition que de la majorité, des débats démocratiques, réels et vivants, et cela passe nécessairement par une cohésion des corps parlementaires. Il est donc essentiel que les députés se départissent du jeu politique classique pour satisfaire le peuple nigérien. Cérémonie de remise de prix ce matin au Palais des Congrès aux meilleurs enseignants par la Fondation
Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants édition 2014. Objectif récompenser et revaloriser les enseignants et l'enseignement. Le compte rendu de Hima Seibou et Soumeila Dandi. Ils étaient nombreux, les enseignants, enseignantes et acteurs de l'éducation à prendre d'assaut le palais des congrès de Niamey pour la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant commémorée le 5 octobre de chaque année. Cette cérémonie vise à revaloriser le métier d'enseignant et récompenser les meilleurs enseignants qui se sont fait distinguer. Le représentant des syndicats des enseignants a, au nom des syndicats, salué l'engouement suscité autour de cette journée. Il a détaillé les conditions de l'enseignant nigérien avant de formuler quelques doléances. C'est le lieu ici de rappeler les revendications pertinentes des organisations syndicales qui font l'objet de divergences entre les gouvernements et les organisations syndicales, créant de facto une instabilité dans le secteur de l'éducation. Il s'agit notamment de l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation, assorti d'une grille salariale améliorée et d'un régime indemnitaire approprié. Le recrutement massif des enseignants contracteurs à la fonction publique, le paiement de toutes les incidences financières liées aux avancements, réclassements ou autres indemnités diverses, les rappels salaires, l'élaboration d'un plan de formation pour les ministères de l'éducation, etc., pour ne citer que cela. Le ministre des Enseignements secondaires a évoqué les actions salvatrices entreprises par le gouvernement depuis 2013 afin de revaloriser la fonction enseignante. Madame Betty Aïchatou a également rappelé les multiples efforts des autorités de la 7e République en faveur de l'école nigérienne. Permettez-moi de vous rappeler que sous la conduite de son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, les autorités de la 7e République œuvrent à faire de l'école nigérienne une institution crédible. À titre d'illustration, je citerai sans prétendre être exhaustive le recrutement à la fonction publique de plusieurs milliers d'enseignants contractuels, l'octroi des primes décrets, l'augmentation des traitements et salaires, la construction d'infrastructures en matériaux définitifs, la reprise et la réhabilitation des laboratoires, bibliothèques, des centres d'apprentissage, des amphithéâtres et espaces sportifs. Tous ces efforts du gouvernement visent à améliorer le cadre de vie et de travail des enseignants. La première dame, Dr Malika Issoufou, marraine de l'éducation et présidente de la fondation Tatali Iyali, a salué cette initiative des Nations Unies instaurant la Journée mondiale des enseignants. Elle n'a pas manqué de relever les qualités combien louables de l'enseignant. Les enseignants ont toujours occupé une place centrale dans la société. Un spécialiste des questions d'éducation l'affirme de manière pertinente en ces termes, je cite, « Sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et nombres. C'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leur rêve d'un monde meilleur. » Fin de citation. C'est dire que l'enseignant joue tout au long des différents cycles de la scolarité un rôle irremplaçable pour guider, encourager les élèves, mais aussi et surtout cultiver en eux les valeurs fondamentales de la société en vue d'en faire des citoyens responsables. Le clou de cette cérémonie est la remise des récompenses aux meilleurs enseignants choisis par leur ministère de tutelle. Des dons offerts par la fondation Tatali Iyali dans 3 catégories, dont la 3e est composée d'une moto, d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable et de 3 pagnes. La 2e catégorie, elle, est composée d'une somme de 200 000 francs CFA, d'une moto,
d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable et de 3 pagnes. La première catégorie, le grand prix des récompenses, est composé d'une parcelle de 400 mètres carrés, d'une moto, d'un billet d'avion pour le Hajj, d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable et de 3 pagnes. Un trophée d'excellence a également été décerné au ministre de l'Enseignement secondaire. Le département de Madawa est réputé pour la production du kilichi de qualité et fait du Niger premier pays producteur de kilichi dans le monde. Seulement, cette activité est confrontée à un certain nombre de problèmes qui freinent son émergence. Mariama Soumana et Soumela Dandi pour ce reportage. Situé à environ 510 km à l'est de Niamey, le département de Madawa est réputé pour la production et la commercialisation du kilichi. C'est un aliment obtenu à base de fines tranches de viande de bœuf grillées ou séchées au soleil. Le kilichi est très prisé aussi bien au Niger qu'à l'extérieur. Il existe 4 types de kilichi, tous de bonne qualité, conservés dans des petites caisses. Kilichi iri hudu yake. A gane ko? Akwai wanga wanda bai da. Il y a le kilichi simple, celui enrobé avec une sauce pimentée, et le kilichi séché au soleil avec ou sans sauce pimentée. Madawa est la première localité qui produit du kilichi au Niger. Le kilichi est même exporté dans la sous-région. An sa kuli-kuli cikin ruwa sai a sa kayan yaji sai ana tsamewa sai a shanya shi ga rana. An shanya shi ga rana ya bushe shi ba gasa shi akai ba sa shiga wata. Amma ba sa ofe ba sa shiga wata shi. Ana hitar shi kashin washi. Surtu kashin waje an hitar shi da yawa ma. Ka zuwa da shi. Hawaran shi aka zuwa da shi. Har Amerika duka ana zuwa da shi. Nan Portugal ana ko ina ana zuwa ma kasan Mada ita a Prome duk in ka ji butun kilishi ba inda ba na Mada na aka aikin banza na. La commercialisation du kilichi procure d'importants revenus aux bouchers de Madawa qui se sont organisés en une association dénommée Shawa. Cependant, cette activité ne s'exerce pas sans difficulté. Matsalar kilishi duk in ba ka da jari ai matsala gare ta. In ba ka da jari ba matsala gare ta ba. Duk sana'a sai da jari. Tout commerce nécessite un fonds et des fois c'est ce qui fait défaut. Nous n'avons jusque-là pas bénéficié d'aucune aide de la part de l'État. Da estati duka mu ba su. Amma sai dai su ɗauki sunayenmu da sauran komi su da shi amma har yanzu ne ba abin da za gare mu. Le préfet du département de Madawa, pour sa part, sollicite le soutien des partenaires ainsi que celui de l'État en vue de promouvoir cette activité. Madawa produit énormément de kilichi. Et je crois que Madawa, c'est même une référence par rapport au kilichi. Mais pour que la production, non seulement la production, la commercialisation soit organisée, pour que ça ait une perspective au niveau national et international, il faut que ça soit organisé. Mais son organisation nécessite un soutien des partenaires et un soutien de l'État. Parce que c'est une denrée rare. Au vu de l'importance de cette denrée qui fait la fierté des bouchers de Madawa et qui classe le Niger comme premier pays producteur de kilichi dans le monde, il s'avère nécessaire d'investir dans ce secteur afin de valoriser davantage la production et la commercialisation du kilichi, notamment celui de Madawa. Le REGIA a doté ce matin l'école primaire Wadata 1 de récipients de lavage de mains. Cette dotation entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du lavage des mains commémorée aujourd'hui même. Omar Manga et Ibrahim Idi. L'école primaire Wadata 1 compte aujourd'hui 508 élèves. Après les écoles de santé, le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGIA commémore la journée internationale du lavage des mains en ce jour 15 octobre avec les élèves et enseignants de l'école primaire Wadata 1. L'objectif étant de ramener la propriété à l'école à travers ce acte de lavage des mains. Pour cela, le REGIA a doté cet établissement scolaire des récipients leur permettant de respecter les règles d'hygiène. Toutes les maladies handicapantes et souvent mortelles sont liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Aujourd'hui, le lavage les simples gestes, laver ses mains
avant de manger ou après avoir utilisé les toilettes sauvent des vies. Et je pense que les enfants sont la cible la mieux indiquée parce qu'ils influencent d'abord leurs parents, le comportement de leurs parents, ils influencent le comportement de la communauté, ils influencent le comportement d'un pays. Les enfants sont de véritables acteurs de développement, sont de véritables ambassadeurs pour la sensibilisation, l'information, la communication pour un changement de comportement. Et aujourd'hui, grâce à Oxfam, nous allons vous doter de dispositifs de lavage de mains accompagnés des savons qui sera naturellement le début d'un partenariat entre le réseau de journalistes Oxfam et votre école Data 1. Alors, sans trop tarder, j'invite tous les élèves à être de véritables ambassadeurs une fois à la maison, véhiculer l'information aux parents qu'avant de manger, il faut laver les mains et avant d'avoir utilisé les toilettes, il faut également laver les mains. Parce qu'aujourd'hui, plus de 600 000 enfants à travers le monde meurent chaque année de maladies liées au manque d'hygiène. Le directeur de l'école, qui a bien voulu collaborer avec le REGEA, souhaite la pérennisation de ce partenariat. Nous vous remercions du choix fait pour notre établissement par vos institutions respectives, Oxfam et le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, pour la marque d'attention particulière. Vu l'importance de cette journée, une leçon de morale sur le lavage des mains est enseignée ce matin. Veuillez recevoir, mes chers partenaires, l'expression de toute notre haute gratitude, celle des élèves, des parents d'élèves, des enseignants, des encadreurs, et que ce... L'eau et l'éducation, dont deux concepts indissociables. Le REGEA a ajouté le suivi appartient aux parents d'élèves et aux enseignants. Justement, par rapport à la célébration donc, de la journée mondiale du lavage des mains, le collectif des organisations pour la défense du droit à l'énergie, CODAE, a rendu public un communiqué de presse. Ce communiqué est ainsi libellé ce mercredi 15 octobre 2014. Dans plus de 90 pays, on célèbre la journée mondiale du lavage des mains au savon. Cette importante journée vise à développer la sensibilisation et la compréhension de l'importance du lavage des mains avec du savon comme un moyen efficace et fondamental. Aussi bien qu'un geste simple, le lavage des mains au savon est l'un des moyens les moins chers pour prévenir les maladies, cause majeure de la mortalité et de morbidité infantile. C'est un moyen pour prévenir les maladies diarrhéiques et les pneumonies qui empêchent de nombreux enfants à atteindre leur 5e anniversaire. Les agents pathogènes rendent malades lorsqu'ils pénètrent dans la bouche par l'intermédiaire de mains qui ont été en contact avec de la matière fécale, de l'eau ou boissons contaminées, de la nourriture crue non lavée, des ustensiles non lavés ou des salissures sur les vêtements. C'est dire le lavage des mains au savon brise l'engrenage de la contamination. À cette occasion, le CODAE invite les ministères chargés de l'enseignement à prendre en charge dans les écoles des infrastructures permettant aux élèves de se laver les mains avant de rentrer en classe à ces moments de menace de la fièvre Ebola. Interpelle les partenaires du Niger et les acteurs de la société civile de soutenir cette initiative et lance un appel à l'intention des mères de famille, premières concernées pour tout ce qui a trait aux soins primaires pour appliquer et tirer profit de ce geste élémentaire. Suite cette information qui vient de nous parvenir à l'instant même, notre compatriote, Madame Kabirou Mariam Moussa, présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, vient de remporter
Le prix Women for Change de la Fondation Orange et du Women's Forum, un prix qui récompense les femmes engagées pour les femmes en Afrique. La suite de cette édition, poursuite donc des deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne ce matin sous le thème central de la promotion de la bonne gouvernance locale à l'auditorium Sanibako de Niamey. La table ronde portée sur la sécurité alimentaire a pour objectif de renforcer la résilience des communautés locales. Compte rendu Aïssa Ibrahim Mamoudou et Boubacar Imran Maïga. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs présentations relatives à la décentralisation afin de faire l'état des lieux des actions menées par les collectivités et les communes du Niger et de la France sur les questions de la sécurité alimentaire au Niger. Ces assises se sont déroulées à la grande satisfaction des partenaires, notamment de plusieurs maires des communes du Niger qui n'ont pas de communication avec les communes françaises. Je pense que c'est une prise de conscience générale. Sans coopération, sans partenaire, sans participation de l'extérieur des communes, les communes ne peuvent pas se développer, surtout que vous savez, la mobilisation des ressources, c'est surtout ça qui conditionne le développement de toute organisation. Et surtout donc quand il s'agit d'organisations telles que les communes qui ne cherchent que la satisfaction des intérêts généraux et qui ne cherchent pas forcément à rentabiliser ou à fructifier l'investissement qu'elles font. Elles cherchent la satisfaction de l'intérêt général. Les objectifs visés par ces deuxièmes assises sont ambitieux. La sécurité alimentaire étant un véritable champ d'action pour un programme concerté, les collectivités en coopération décentralisée veulent formaliser à travers plusieurs objectifs les questions de sécurité alimentaire. Le premier objectif, c'est de se faire connaître en tant que commune. C'est un cadre approprié pour connaître nos collectivités territoriales. Le deuxième objectif, écouter aussi les autres pour voir les possibilités qu'on a au niveau des autres communes françaises et partant créer les conditions pour avoir des partenaires dans le cadre du jumelage. Donc ça c'est aussi l'un des objectifs. Et l'autre objectif que nous visons de manière générale, c'est en tout cas montrer à la face du monde que le Niger regorge de beaucoup de potentialités et qu'aujourd'hui, si nous conjuguons nos efforts, nous pouvons relever beaucoup de défis, surtout le défi de l'insécurité alimentaire que vous connaissez très bien. Donc, l'objectif que nous visons, c'est que, à travers, en tout cas, cette volonté politique que nous avons, il faut le dire, pour vaincre la famine et en fait la faim dans notre pays. Ce cadre important permettra aux communes nigériennes de tisser des relations avec les communes françaises, mais aussi de tirer le maximum de connaissances pour une résilience des communautés locales afin de soutenir l'initiative troisième des autorités de la 7e République. Clôture hier après-midi des travaux du séminaire sur le financement du terrorisme organisé par la CENTIF. À l'issue des 2 jours d'assises, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Compte rendu Halimatou Abdou et Ibrahim Idi. Après 2 jours d'intenses travaux, le séminaire sur le financement du terrorisme organisé à l'attention des CRF des pays du Sahel et des CRF partenaires francophones est achevé sur une note de satisfaction. À l'issue des assises, les participants ont formulé plusieurs recommandations. En ce qui concerne les passeurs de fonds, il a notamment été proposé d'imposer aux différentes personnes qui voyagent d'un pays à l'autre de remplir un formulaire de déclaration pour faciliter donc le contrôle des espèces au niveau des frontières. Il a été recommandé aux États de disposer d'équipements adéquats
pour faciliter l'identification, le traçage de certains produits qui seraient placés dans des conteneurs. Il a été recommandé déjà de manière générale d'approfondir les études typologiques et le partage d'expériences entre praticiens sur les dossiers qui concernent les modes de financement du terrorisme dans la sous-région. Dans son discours de clôture, la présidente de la cellule nationale de traitement des informations financières, principale initiatrice de ce séminaire, a émis le vœu de voir ces genres de rencontres se pérenniser avant de revenir sur les objectifs assignés à cette rencontre. Je rappelle que la lutte contre le financement du terrorisme est plus que jamais d'actualité avec les menaces que constituent aujourd'hui le groupe terroriste, les séquelles des conflits libyens et maliens, les phénomènes AQMI et Boko Haram et tout récemment la création d'un État islamiste. Cette situation favorise davantage les trafics de toutes sortes dans notre sous-région, particulièrement au Sahel, mettant ainsi en danger la stabilité économique, politique et sociale de nos États, voire l'existence même de nos États. Le combat contre les crimes organisés nous concerne donc nous tous. D'où la nécessité de multiplier ce genre de rencontres en vue de partager les expériences et fédérer nos actions pour barrer la route à ceux-là qui ont vendu leur âme. Moment phare de cette rencontre, la remise des attestations constituant ainsi le point d'orgue de la cérémonie. Les recommandations issues de ces assises vont sans doute permettre de faciliter les enquêtes sur les réseaux des terroristes afin de saisir et confisquer leurs biens et autres ressources financières pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens. Le réseau des artisans de la paix au Niger, en collaboration avec l'USAID PDF2, a organisé ce matin un atelier de renforcement de capacité sur l'extrémisme violent au profit des leaders religieux de la ville de Maradi. Détail avec Alzouma Seni Soumeida. Organisé par le réseau des artisans de la paix au Niger avec l'appui du projet USAID PDF2 Antenne de Maradi, cet atelier de formation vise le renforcement des capacités des leaders religieux musulmans et chrétiens sur les facteurs de l'extrémisme violent et les techniques de communication. L'objectif du présent atelier est de renforcer le dialogue interreligieux afin de concourir au renforcement de la stabilité et d'accroître la résilience des communautés à l'extrémisme violent but global et principal donc du projet USAID PDF2. Vous aurez au cours de ces 2 jours des exposés portant sur le renforcement de la paix et de la résilience des communautés à l'extrémisme violent et les techniques de communication dans un contexte sous-régional caractérisé par la montée de l'intolérance religieuse. Ce n'est point un pléonasme de dire que toutes les religions révélées ont enseigné le dialogue constructif, la paix, la tolérance et l'acceptation de l'autre dans sa différence. Une formation des leaders religieux axée sur 2 grands modules qui seront dispensés pour une trentaine de participants. La formation aura des modules sur la gestion non violente des conflits, sur l'extrémisme violent et les techniques de communication. Parce que vous savez, aujourd'hui, les techniques de communication sont très importantes pour les gens qui prêchent. Le plus souvent, les jeunes ne savent pas comment communiquer. Et quand on n'a pas la bonne communication, on risque de dire des choses qui peuvent vraiment donc vexer les autres. Mais quand ils vont recevoir cette formation sur les techniques de communication, nous pensons que ça va les aider vraiment à savoir comment utiliser les paroles, comment gérer les conflits, comment échanger entre les différentes religions, comment aussi
échanger entre musulmans et chrétiens, comment échanger entre même les musulmans eux-mêmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en islam aussi, il y a plusieurs sortes de sectes qui sont chacun cherche à dominer l'autre. Bon, avec les techniques de communication, nous pensons que vraiment ça va aller et que les gens sauront comment gérer ces genres d'indifférents qui existent entre eux. Une fois formés sur les thématiques relatives à la paix, les participants vont prendre en compte l'éducation civique et la culture de la paix dans leur future communication avec leurs adeptes. Les syndicats des médecins spécialistes SMES ont organisé ce matin un point de presse à la maison des jeunes Diado Sekou de Niamey. Le point de presse est relatif à leur plateforme revendicative. Kungize Zouberou, secrétaire général du SMES, que je vous propose de suivre. Depuis le 22 septembre, nous avons renoué avec une série de grèves pour demander au gouvernement l'adoption d'un projet de décret instituant la prime de spécialisation afin de régler l'injustice dont cette frange est victime il y a de cela des années. Malheureusement, à ce jour, rien n'est fait dans ce sens. Et pire, le gouvernement a changé d'orientation. Il a pris une nouvelle direction consistant à envisager la substitution, voire le remplacement des spécialistes nigériens par des étrangers. Ce qui ressort clairement des conclusions du Conseil des ministres tenu le vendredi 10 octobre dernier, qui annonçait déjà l'arrivée de 15 spécialistes cubains, de 50 spécialistes cubains. Eh bien, cette décision, tout à fait déplorable, a surpris plus d'un Nigérien. Et cela pour deux raisons. La première raison, on ne peut pas concevoir au XXIe siècle qu'un pays cherche à se construire ou à se développer en s'appuyant sur des expatriés tout en mettant les nationaux de côté. Et mieux, même le terme de coût qu'on a tendance à justifier, à utiliser, n'est pas justifié dans ce cas de figure, parce que la contrepartie nigérienne dans la prise en charge de ces spécialistes cubains sera de loin supérieure à la juste et légitime revendication des spécialistes, qui est chiffrée à environ 30 millions. Donc, vous voyez, 30 millions à l'échelle d'un État, c'est vraiment un manque de volonté, comme on a l'habitude de vous le dire. Sinon, une frange aussi importante que la nôtre ne devait pas être en grève de façon répétitive. Et ce que nous tenons à vous dire, aujourd'hui, toutes les compétences sont disponibles au Niger. On ne demande qu'un relèvement du plateau technique et la motivation des praticiens, ce que malheureusement les autorités refusent de mettre en œuvre. Donc cela, nous pensons que c'est une insulte à notre endroit et nous en prenons acte. Le deuxième élément qui fâche dans cette question, c'est que le fait de faire venir les spécialistes cubains, de faire venir des médecins étrangers, ce n'est pas la première fois. L'expérience en a été faite en 98-99. Les autorités à l'époque ont fait venir des médecins cubains à un moment où des dizaines de médecins nigériens étaient en chômage. Eh bien, le résultat, c'était la catastrophe. Heureusement qu'à l'époque, le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes avait combattu la décision avec la collaboration de certains partis politiques, dont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et nous, on pensait à l'époque que cette question est enterrée définitivement. Malheureusement, on veut nous resservir du réchauffé. Plusieurs problèmes ont marqué l'acheminement des pèlerins vers les lieux saints de l'islam pour le Hajj 2014. Des difficultés liées à l'organisation sur lesquelles largement revenu le président du FCR, le Front pour une citoyenneté responsable. Souley Oumarou, que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, c'est le jour puisque les pèlerins quand même ont pu effectuer le voyage et ont pu faire toutes les rites justement dans les bonnes conditions et sont en train de revenir
c'est quand même l'occasion de se réjouir et quand même d'encourager la COFO quand même qui a réussi à piloter cette organisation malgré ses difficultés. L'appel qu'il faudrait lancer, c'est d'abord en direction de la COFO qui a en charge quand même l'organisation et la gestion de ce pèlerinage. L'appel à leur direction, c'est véritablement de faire attention, de faire en sorte que les intérêts des Nigériens soient primés, que ce soit des citoyens qui veulent effectuer le Hajj ou que ce soit des agences qui, ma foi, sont quand même en train de prendre en charge le voyage des pèlerins, et même aussi ces compagnies de transport nationales donc, qui doivent quand même bénéficier d'un grand soutien de la part du COFO, des autorités nigériennes et même des citoyens nigériens de façon générale. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.